Par définition, l'archéozoologue s'attache à l'étude des relations entre l'homme et les animaux. Il faut donc être archéologue avant tout, acquérir des solides connaissances en archéologie, des connaissances contextuelles, culturelles, et aussi compléter sa formation par des connaissances en zoologie générale sur la détermination de l'anatomie des espèces et aussi plus largement de l'écologie. J'ai suivi un parcours un peu atypique car j'ai d'abord commencé des études en archéologie et en histoire de l'art, mais je n'avais pas d'appétence particulière pour l'archéologie. Et donc c'est au cours de ma deuxième année puis de ma troisième année universitaire à l'université de Paris 1, en suivant les cours de Jean-Paul Demoule, Marion Lichardus ou Pierre Pétrequin, que j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à l'archéologie et que j'ai laissé tomber l'histoire de l'art. Au cours de la licence, il était demandé de faire un stage obligatoire, un stage de fouille, et j'ai choisi à ce moment-là de me diriger vers les fouilles encadrées par les chercheurs de l'université de Paris 1 et le CNRS, qui m'a donc menée dans la vallée de l'Aisne. J'ai participé en tant que bénévole à ces fouilles pendant de longues années, jusqu'à avoir des contrats à durée déterminée, puis être CDIsée en 1997. Au même moment, j'ai poursuivi mes études universitaires et j'ai réalisé une maîtrise sur les bracelets en pierre du néolithique, principalement dans le nord de la France. Et en 1985, j'ai été amenée à reprendre la responsabilité d'une grande opération archéologique sur un tracé d'autoroute entre Angers et Le Mans. J'ai donc momentanément abandonné la vallée de l'Aisne. Et à l'issue de ces fouilles, je me suis retrouvée avec quelques lots de faune dont je ne savais pas trop quoi faire puisqu'il n'y avait personne pour les étudier. Et je me suis donc tournée vers mon amie Lamy Sachem qui avait déjà commencé ses études en archéozoologie pour savoir si elle pouvait m'aider à faire quelque chose, ne serait-ce que le minimum avec ces lots de faune. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était assez intéressant ce qu'on pouvait faire avec les os. Et j'ai décidé de continuer mes études vers le DEA, puis la thèse sur les fouilles protohistoriques de la vallée de l'Aisne. Alors, il faut avoir en tête que ce programme a été un véritable laboratoire en archéologie avec de nouvelles méthodes. Ces nouvelles méthodes, on les doit au professeur Soutsky qui les avait déjà testées dans son pays et qui est arrivé en France sur une chaire à l'université de Paris 1 et qui a, avec d'autres chercheurs, décidé de mettre en place ces méthodes sur un secteur géographique, le territoire de la vallée de l'Aisne, entre Soissons globalement et Reims, une cinquantaine de kilomètres. Donc c'était un laboratoire scientifique et humain, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'était, et c'est toujours, mais dans une moindre mesure, parce que l'archéologie a quand même changé depuis, la pratique de l'archéologie a quand même changé depuis. C'était de mettre en relation des personnes de différents horizons, de compétences différentes aussi, mais aussi d'impliquer les gens très très vite sur les fouilles et d'essayer de les faire participer au maximum grâce à une confiance et aussi à des protocoles de fouilles et de traitement de mobilier qui étaient très bien posés, et qui a construit un système documentaire très particulier que nous employons toujours d'ailleurs, qui a commencé avec des cahiers et puis ensuite qui s'est transformé en fichiers informatisés. Et puis c'est aussi une expérience pluri-institutionnelle, de collaboration avec des chercheurs et tout ça dans un cadre d'une équipe partagée université et CNRS,
URA12, ERA12, UMR 7041 et puis maintenant une UMR qui s'appelle 8215 Trajectoire. Voilà, cette équipe existe toujours, mais beaucoup des personnes que j'ai rencontrées au début de ma carrière partent en retraite maintenant. La contribution des études de faune à la compréhension des sociétés humaines est en fait capitale, car avec le temps, maintenant que nous les étudions de plus en plus, ces corpus de faune, on s'est aperçu que lorsqu'il n'y a pas de faune, ou lorsqu'on ne fait pas étudier la faune, c'est tout un pan de la société qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous donner 2-3 exemples sur des sites assez emblématiques. C'est la somme de toutes les études qui est aussi intéressante, mais certains sites ont livré d'emblée des résultats assez impressionnants et importants d'ailleurs pour la compréhension de la culture de l'époque. Par exemple à Villiers-sur-Seine, en Seine-et-Marne, à l'âge du bronze final. Un très grand site a été fouillé il y a quelques années et ce site a livré énormément de restes fauniques. Et à l'issue de l'étude, on s'est aperçu que la population qui avait fréquenté les lieux, les consommateurs, avaient décidé de consommer beaucoup de porcelets, pas mal de cerfs et un peu de sangliers. Et que ça, c'était assez anormal dans un profil de consommation domestique à ce moment-là. Même si la chasse n'a pas encore complètement disparu, elle est quand même très, très, très marginale. Adossé à ces constatations, on a pu mettre en évidence que la consommation s'opérait probablement sous la forme de portions de viande qui étaient déterminées à l'avance et peut-être même comme une contribution de chacun des convives à la pratique de ces repas collectifs et saisonnièrement, qui plus est. Et pour continuer sur cet aspect saisonnier, à Souppes-sur-Loing, là on est chez les Gaulois, dans la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère. On a aussi mis en évidence des grands rassemblements festifs qui mobilisaient énormément d'animaux, de bœufs, de porcs, un peu moins de moutons, assez peu d'animaux sauvages. Et qu'à l'occasion de ces consommations, on sacrifiait probablement les animaux. On a trouvé une grosse pierre qui pourrait être le témoin de ces pratiques et qu'on exposait aussi des parties probablement encore en chair à des endroits très particuliers, de part et d'autre des entrées. Et on a mis en évidence là, encore plus précisément que sur le site précédent, la pratique saisonnière de ces grands rassemblements et la circulation du cheptel sur un territoire, probablement un territoire, non plus un terroir, mais un territoire assez large, impliquant de ce fait les convives dans la mise en place de ces grandes festivités. Au départ, il y a eu la domestication, bien sûr, qui est un véritable changement des rapports entre l'homme et les animaux, et qui a été probablement nécessaire suite à la sédentarisation des populations, à l'augmentation démographique, et aussi à la demande accrue en produits alimentaires. Après, l'archéozoologie nous permet de travailler sur les choix opérés par les humains vis-à-vis de certaines espèces et pas d'autres, sur les différences entre les régions, sur les différences entre les périodes, sur la part de la chasse qui diminue, mais qui réapparaît dans certains contextes où chasser devient un symbole de richesse, peut-être d'autorité, de hiérarchie au sein d'une société assez complexe.
Ces études nous permettent de travailler sur les tabous alimentaires qui sont très variables au cours du temps. Je citerai par exemple l'interdiction, entre guillemets, puisque c'est le terme qu'on emploie maintenant, de consommer du chien, mais les études archéozoologiques montrent qu'on consommait le chien sur beaucoup de siècles au cours de la protohistoire, et puis la consommation du cheval qui va s'amenuiser après la conquête romaine, surtout dans les villes, alors que dans les campagnes, on continue à manger du cheval parce qu'on est moins contrôlé, je pense, par l'élite dirigeante. La multiplication des études de faune ont permis aussi d'établir que les espèces se transformaient et que les gestes zootechniques semblaient se mettre en place assez tôt, avant la fin de la période protohistorique, et qu'elle n'était pas le fait des Romains qui seraient arrivés avec toutes leurs techniques, et que dès la période gauloise, on essayait d'améliorer les races pour avoir des capacités en viande plus importantes, avoir une résistance peut-être du cheptel aussi plus important, et aussi pouvoir les utiliser dans le cadre des transports peut-être accrus et sur des longues distances. Et donc, c'est vrai qu'on a des sites où on s'aperçoit que les bêtes de grande taille commencent à prendre le pas sur ce qu'on appelle les bêtes indigènes, et que là, on a des véritables transformations qui vont après prendre un essor fantastique au 1er siècle, 2e siècle de notre ère, où là, on a des animaux qui atteignent des tailles assez incroyables d'ailleurs. Et puis aussi, on peut travailler sur tous les aspects rituels et cultuels dont je n'ai pas encore parlé, qui impliquent l'animal, et notamment les animaux qui accompagnent les morts, les animaux qui sont sacrifiés dans les sanctuaires, les animaux qu'on dépose dans des silos pour essayer de s'attirer les bonnes grâces des dieux chtoniens de la terre. Et en fait, avec la répétition des exemples, des découvertes, on arrive maintenant à cerner un peu mieux tous les rituels qui semblaient scander en fait les années de nos ancêtres. Je vais d'abord vous parler de mes souvenirs d'archéologue de terrain. Alors, c'est la découverte d'un quartier de l'oppidum de Condé-sur-Suippe sous le godet de la pelle mécanique, quand vous voyez apparaître les plans de maison, les rues, les fosses de rejet. C'est presque magique. Il se trouvait que le site de Condé était installé sur une grève blanche, donc tout se détachait à la perfection. C'est aussi découvrir les portions d'animaux qui sont déposées avec les hommes dans les nécropoles, qu'ils soient frais ou incinérés. C'est avec des quantités plus ou moins importantes. C'est aussi se retrouver face à la documentation d'un collègue qui vous envoie des photos et qui vous montre qu'un homme a été déposé dans un silo, mais que dessous, il y a des chevaux, des lièvres, enfin des animaux qui font partie d'un protocole de dépôt, en fait, bien contrôlé dans le temps. Les exemples sont tellement importants, et puis bien sûr au niveau des études, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est quand on arrive à un degré de compréhension aussi fort que les relations qui sont établies entre l'homme et l'animal.
L'archéologie, c'est la compréhension de tout ce qui entoure l'homme dans son environnement, qu'il soit ses relations avec les hommes, avec les animaux, avec l'univers des plantes. C'est essayer de tout fusionner pour essayer de comprendre et de s'approcher au mieux des sociétés humaines.